La neige n'était pas tombée d'un coup, elle s'était annoncée par ce ralentissement presque imperceptible du bruit du monde que seules les vallées apprennent à reconnaître, un silence d'attente, non de manque, et puis, quand enfin elle se décida, elle recouvrit la Savoie comme une page qu'on tourne avec une lenteur savante, et le château de Montvert, fiché sur sa langue de roche au-dessus du bourg, se planta dans l'hiver de 1857 d'un doigt de pierre plus profond, ses toits d'ardoise luisant d'un givre sec, ses fenêtres allumées au ras du soir comme des paupières qui refusent de cligner, et l'on aurait pu croire que ce bastion ne tenait qu'à combattre le vent, la famine des routes, l'épaisseur de la nuit sur les pâtures, mais ceux qui montaient du village par le chemin de lacet, mulet après mulet, avec des fagots et des sacs de farine, savaient, sans en faire commerce de mots, qu'ici se tramait autre chose qu'un hiver ordinaire, car l'air, sous la grande porte cloutée, gardait cette odeur très basse d'humidité retenue qui n'appartient pas au grenier mais aux caves, une odeur d'air économisé, et dans la chapelle basse adossée au flanc nord, où la pierre boit la rumeur du vent, la bougie ne tremblait pas comme tremblent les bougies quand on prie, elle restait droite, comme si le feu lui-même avait appris la discipline, et Émeric de Montvert, comte large d'épaules, laine sombre sur laine sombre, visage ferme sans dureté, portait ce poids avec la lenteur des hommes qui ont décidé trop exactement, il signait des quittances d'une main, vérifiait des joints de fenêtre de l'autre, mesurait la tension d'une corde à puits, tenait la cadence des chevaux, la réserve de grains, et quand l'horloge posait à midi son coup net dans la galerie d'en haut, il descendait seul, sans flambeau, par un couloir de service caché derrière la boiserie, car la main, à force de répéter, n'a plus besoin d'allumer, la maison, qui sait reconnaître ses fidèles itinéraires, lui rendait ses marches dociles, et sous Montvert, la pierre polie par des générations de pas n'avait plus l'air d'un soubassement mais d'un organisme, une peau de roche creusée de veines où l'on sentait passer une fraîcheur sans courant, puis un mur plus clair que les autres, un bandage de chaux trop récente sur une musique de rocher, et derrière ce mur un sas étroit, et derrière le sas un couloir bas qui entrait dans la montagne comme une pensée obstinée, et là, au bout, une pièce ovale plus nue qu'un sanctuaire et pourtant plus sacré que la chapelle de surface parce qu'on n'y demandait rien, on y décidait, on n'y élevait pas la voix, on y posait des choses qui coupent et qui cousent, car ce que le livre des hivers, ce registre relié de cuir fauve où la lignée notait depuis un siècle la courbe exacte des saisons, les gelées tardives, la fièvre des bêtes, les années de graines pâles et les vendanges noires. Ce que ces colonnes de chiffres et ces marginalia effacés savaient mieux dire que tous. Les sermons, c'est qu'une maison se tient ou se casse, qu'elle n'est pas un miracle mais une pente, et que pour redresser la pente certains posent des pierres, d'autres posent des enfants, et cette phrase qu'un ancêtre, un soir d'alcool lucide, avait laissée en billet dans la marge, devoir de pierre, Émeric l'avait lu, relu, interprété avec ce mélange de cécité et de logique qui fait les catastrophes droites, car la pente de Montvert s'était cabrée sans raison l'hiver d'avant, une gelée avait pris la vigne après la première taille, les foins avaient brûlé par magnification de soleil, une fièvre grasse avait couché les tables, la grange avait craqué par sa poutre maîtresse, et la vallée, qui compte mieux que les hommes, commençait à regarder le château avec une hésitation nouvelle, non par haine mais par prescience de sa chute, et c'est ce regard-là qu'Émeric n'avait pas supporté, lui qui aimait d'un amour rude la tenue du nom davantage que la rente. Alors, dans la salle ovale, on avait préparé le calcul, non avec des instruments bizarres mais avec l'intendance glacée qui caractérise les crimes propres. Un socle d'ardoise taillé à la mesure d'un torse, poli à la paume par des maçons qui croyaient remettre à neuf une dalle d'entrepôt, la bordure enduite d'une chaux vive capable d'étancher sans gonfler, un petit recueil de sel noir qu'on ramasse dans la combe, minéral dont on se sert pour tenir la charcuterie en été et que les vieilles appellent sel de givre. Une cloche renversée sans battant préparée pour sceller la parole à l'envers, des linges de laine lourde qui ne grincent pas sous la pierre, et surtout une quantité d'air calculée par un homme qui veut que l'épouvante ne fasse pas du bruit, car la pierre répercute, elle mémorise les cris, les redonne en retour, les installe dans les charpentes, et il fallait que la maison, si elle devait boire une respiration, n'avale pas un vacarme. Émeric n'avait pas la mécanique des bourreaux. Il avait celle, plus grise, plus rigoureuse, des pères qui se trompent en croyant réparer, il n'a pas prononcé de formule, il n'a pas habillé son geste de démonologie, il a pensé tenir, comme on pense, calfeutrer. Et le premier-né qui n'avait pas demandé à être autre chose qu'un enfant et qu'un héritier fut descendu vivant dans l'alvéole d'ardoise, sans témoins appelés à la barre, sans théâtre. Avec cette précision piètre des hommes qui confondent l'amour et la conservation, on posa sur la jointure la chaux, on renversa la cloche, la pierre ne cria pas, la maison se contenta de recevoir, et toute la nuit on sentit, à peine, sous les planchers, une tiédeur qui n'appartient pas au vent, les chiens se levèrent d'un coup puis se recouchèrent, lourds, et l'aube parut plus nette, comme l'avait, le mois suivant, qui par tous les signes devait être un mois de désordre, eut pour Montvert une tenue presque insolente. La farine coulait au moulin sans grumeaux, la charpente retrouva un souffle plus lent, la vigne garda sa fleur, le pont du torrent, qui jurait de rompre chaque printemps, tint comme si on l'avait changé de pierre, et l'on dit dans le bourg, sans lier les faits,
que le comte avait su accrocher à temps les mauvaises heures. Émeric nota ces choses dans le livre, en chiffres nus, puis traça cette phrase qui recourba tout le registre. Devoir de Pierre accompli. Et sous cette phrase il se permit la lâcheté administrative des instructions d'entretien. Ne pas déplacer le bahut contre le mur nord, colmater au solstice, ne jamais relever la cloche, ce langage d'atelier frotté sur une horreur qu'il croyait pliée, la maison obéit au protocole, l'hiver versa ses dents de scie, la grange resta sèche, les gens du bourg retrouvèrent la joie lourde du pain qui cuit sans caprice, la chapelle reçut un autel neuf et le curé bénit la façade sans demander la clé. Car la Savoie est polie avec l'invisible et préfère l'ordre à la curiosité, la comtesse se retira à l'étage avec ses silences d'après, le second fils apprit les comptes dans l'odeur de papier et de cire chaude, et le premier, qu'on aurait dû voir courir dans la galerie, devint l'air rare de la maison, un souffle que le château apprit à garder entre ses pierres. On se tromperait en imaginant qu'Émeric dormait, il ne dormait pas, il vieillissait en carré, lentement, avec cette rigidité douce des hommes qui ont lié leur faute à la tenue d'un toit. Il faisait l'aumône selon la liste marginale du livre car il fallait équilibrer les comptes de la pierre par des comptes de pain. Il inspectait les bêtes, il notait la pression des sources, il tenait, et ce verbe-là, dans la vallée, absolve sans absoudre, il mourut un soir de mars, la neige tardive teint les vitres dans un cadre de cristal, et la maison, désormais, n'appartenait plus à un homme, elle avait son propre rythme. Le souffle souterrain s'était fondu dans la respiration de Montvert. Et l'héritier suivant hérita d'une prospérité qu'on n'osa pas appeler miracle, car ici on n'aime ni les catastrophes ni les prodiges, on préfère l'égalité de la poussière et le frottement des mains sur une rampe bien cirée, on refit la toiture du corps de logis, on graissa les gonds, on doubla le mur qui pleurait par tant d'ouest, on signa sans courber la tête devant la préfectorale quand la carte du pays changea de souveraineté. On laissa la chapelle recevoir un marbre, on n'ouvrit pas, on recouvrit, et cette politique minérale dura des décennies, avec ses années de vendanges maigres, ses étés de foin lourds, ces hivers exacts qui ne mordent pas où l'on a pris soin, jusqu'au moment banal où un jeune homme, héritier par cousinage, modernisateur naïf, ferma sa malle et tira au hasard un herbier du rayon, et l'étagère, au lieu de rendre le livre, rendit son secret, un souffle de poussière plus froid que la poussière ordinaire. Une couture visible, un dos de cuir brun plaqué contre la pierre, le livre sortit comme sortent les poissons d'une retenue, avec une résistance d'eau, et l'écriture sèche, musicale, sans pause raconta, en s'interdisant l'aveu, ce qu'un lecteur patient comprend sans qu'on le lui dise. La maison s'était payée un cœur dans la pierre, et la ligne, devoir de pierre accompli, avait changé le statut du temps, le jeune homme, qui n'aimait pas le théâtre de la honte mais ne supportait pas le mensonge des meubles, descendit vers la chapelle basse avec un domestique et un maçon, passa la main sur le bahut, sentit le jeu des planches, trouva le pivot, se mangea l'odeur des choses anciennes, déboucha sur le couloir de roche polie, entra dans l'ovale, vit la table d'ardoise, sa jointure blanchie, la cloche renversée posée contre le bord, une bague d'enfant roulée d'un pas dans un pli de poussière, et l'air, là, ne sentait ni la pourriture ni le sensuaire, il sentait l'économie. Cette neutralité suffocante des lieux où l'oxygène a servi à autre chose qu'à la vie, l'héritier n'ouvrit pas la dalle car on n'ouvre pas pour savoir, on nomme pour tenir, il remit la cloche comme elle était, coula sur la jointure une larme de chaux neuve que la main du maçon avait préparée en tremblant, emporta la bague non pour le salon mais pour la pièce des papiers qui attestent sans parler, referma, remonta, et le château, par un craquement très haut dans la charpente, comme une couture qui reprend, signa la clôture. La vallée ne vit rien et sut tout, car la lumière, le lendemain, s'inclina autrement sur la chapelle, et ceux qui savent lire la course d'une poussière comprirent que la maison avait été touchée à l'endroit sensible et qu'elle avait choisi de ne pas se venger. Et pourtant, comme toutes les choses qu'on a poussées au-delà de la ligne juste, elle réclamerait désormais autre chose que le secret. Elle demanderait la tenue, elle exigerait, des vivants, non une répétition, non un récit, mais une discipline. Ses manières de s'asseoir mieux, de ne pas claquer les portes, de couper le pain en n'exagérant pas la levée du couteau, d'ouvrir une pièce vide pour y ranger l'inexplicable, de donner chaque hiver du bois à ceux qui n'en ont pas, d'apprendre aux enfants la politesse de la marche avant la généalogie, et c'est ainsi, par des gestes minuscules, que l'horreur, nommée juste, commencerait d'être tenue à la bonne profondeur, ni trop haute pour gouverner, ni trop basse pour empoisonner. Et tandis que les années, avec leur patience de corde, continuaient de passer dans les poutres, la maison apprit à vivre avec un souffle emprunté et les hommes apprirent à respirer sans demander grâce, le livre des hivers resta dans son tiroir de pierre avec son clou de phrase, la bague, sous verre, s'oxyda d'une teinte qui ne se voit pas à la première minute, la cloche, renversée, garda son rôle de gardienne muette, et Montvert, au-dessus de la vallée, fut pour longtemps l'exemple d'une prospérité sans emphase qui mêlait main propre au-dessus des dalles, et si l'on tendait l'oreille à certains crépuscules où la neige tombe exactement comme en 1857, on entendait, sous les planchers, non un appel, non une plainte, mais ce micro-battement qui n'appartient pas aux horloges, une pulsation lente comme la phrase d'un livre qu'on relit,
et l'on comprenait, sans commentaire, que la maison tenait parole et demandait qu'on tienne la sienne. Le lendemain et tous les lendemains qui suivirent, la maison demanda non pas qu'on la comprenne mais qu'on l'accompagne, et cette demande, presque vulgaire dans son humilité, devint la règle invisible de Montvert. L'aisance restait, mais elle exigeait une posture, elle ne pardonnait plus la désinvolture, la prospérité n'était plus un don mais un maintien, et ceux qui habitaient les chambres apprirent à poser leurs chaussures droites, à rabattre un coin de tapis pour que personne ne trébuche, à parler bas dans la chapelle basse lorsque la poussière, le matin, s'alignait sur un rayon incliné comme si elle faisait l'appel, et la vallée, témoin de cette discipline silencieuse, cessa peu à peu d'aiguiser sa curiosité pour revenir à ce qu'elle savait faire. Tenir l'hiver au col, laisser remonter au printemps l'odeur du fer et de la terre remuée, regarder, sans commentaire, les maisons qui savent se tenir, l'année 1860, avec sa bascule de frontières et ses nouveaux papiers timbrés, ne fit pas fléchir la respiration de la maison. L'ouvrier des chemins, chargé d'inscrire des noms plus français sur les panneaux, eut un regard pour Montvert comme on salue un ancien qui a connu plusieurs souverainetés, et la maison rendit ce salut par une netteté des marches qui n'appartient pas au hasard. On remit de la chaux où cela devait, on cirait en brosse ronde les tables dont les veines commençaient à se creuser, on graissa les gonds, et le livre des hivers, que l'héritier avait replacé dans sa cage de pierre après l'avoir lu jusqu'au bord, reprit sa musique sèche avec des lignes où l'on s'épargnait les adjectifs, des dates, des températures, des notations sur la pente des pluies, sur les vignes qui reprennent à la taille courte, sur les années où le foin se couche de fatigue avant la faux, et, de temps en temps, dans la marge, un rappel qui n'était pas une menace mais une consigne. Ne jamais relever la cloche, ne pas déplacer le bahut, ne pas forcer la porte. Intérieur au mois où la pierre gonfle de pluie, ces phrases boutons qui ferment mieux qu'une serrure, car un bouton qu'on a soi-même cousu retient plus sûrement que le verrou qu'on exhibe. Les décennies suivantes furent scandées par des événements qu'on appelle grands dans les gazettes et qui, dans une maison, ne prennent que la taille d'une lumière. L'année 1871 plia des routes, l'hiver 1873 amena une avalanche sur la combe d'en face et une veine d'eau neuve se mit à chanter au pied du rocher sur lequel s'assied Montvert, et l'on crut, dans les nuits les plus dures, entendre, sous les dalles, un ralentissement du souffle non pas comme une alerte mais comme un ajustement, l'air apprenant à passer autrement par les failles que la montagne, patiente, invente, et ceux qui veillaient sur la maison comprirent que la respiration des pierres, comme celle des hommes, c'est déplacer ses routes quand l'habitude devient un risque. C'est dans ces années-là qu'une gouvernante austère, devenue le muscle de la maison par la rigueur de ses inventaires, imposa un ordre qui ressemblait en tout point à une liturgie civile. Elle classait sans maniaquerie, nettoyait sans rage, posait dans chaque chambre un plateau de bois avec une carafe d'eau couverte, non par confort mais parce qu'elle savait qu'il existe, dans toutes les nuits, une soif qu'on ne nomme pas. Elle apprit aux enfants de la seconde branche à descendre les escaliers en tenant la rampe au point où le bois brille déjà de l'huile des mains. Elle fixa au mur de service une petite feuille où l'on lisait, écrite d'une écriture droite et fine, la seule morale qui convienne à Montvert, que tout ce qui est déplacé retrouve sa place avant la nuit, et cette feuille modeste, sans signature, fit plus pour la paix des jours que tous les sermons, car les objets remis à leur juste place retiennent sur eux un peu du poids des fautes anciennes, ils deviennent, chacun, un contrepoids, et la maison tient comme un mobile qu'on a réglé, un équilibre à peine visible où un bol à droite vaut un crime en moins à gauche. 1889 apporta au bourg des idées de modernité qui montèrent jusqu'au perron, on parla d'électricité, d'un fil qui porterait la lumière sans bougie. Et un homme venu de la ville regarda la chapelle basse avec cette pitié ignorante que les techniciens réservent aux pierres qui priaient avant eux. On tendit des câbles, on accrocha des isolateurs, on fit courir sous le plafond de la galerie un double fil qui frissonnait par grand froid, on perça, de l'autre côté de la boiserie, un trop petit trou puisque la prudence des Montvert avait imposé au contremaître de ne pas entamer les murs porteurs. Et la première nuit électrique, lorsqu'un bouton tourna et que la lumière se fit sans flamme, le corridor parut plus clair et plus pauvre, plus précis et moins intime. La maison se laissa éclairer mais pas dévoiler. Au pied de l'escalier qui descend au-dessous, l'ombre resta d'un bloc, comme si le fil ne voulait pas descendre ou l'air est compté, et l'on vit, le lendemain, une condensation à l'angle de la marche la plus basse, une buée qu'aucune température ne justifiait, un blanc discret qui signait la limite. En 1895, un cousin zélé, désireux de mettre à jour, entreprit de dresser un inventaire total des pièces, des passages, des recoins, et il passa des semaines avec une règle en buis et un carnet, traçant des plans, notant des côtes, à la recherche d'un escalier qu'on lui avait dit « fantôme », un couloir sans issue, une porte qui s'ouvre sur un mur. Il trouva des trois assez pour rassasier son désir de découverte. Mais rien qui lui donnât de la matière à faire parler les salons de la ville, car Montvert se défend contre la parole non par le secret mais par l'épuisement de l'intérêt, et le cousin, un soir, referma ses carnets, posa sur la table un crayon qui avait pris la forme de ses doigts, regarda autour de lui la poussière tenir dans le rayon du soleil d'après-midi comme une procession minuscule, comprit, dans le cours de ce silence, que la maison demandait moins de plans que de gestes. Il rangea ses papiers dans un tiroir,
mit sur l'étagère une boîte étiquetée « couloir », et, sans le savoir, sauva les siens d'une curiosité qui aurait troué la retenue. 1903 apporta une crue, le torrent fit son bruit de métal, la route resta coupée 3 jours, la cave du bourg reçut l'eau jusqu'à la seconde marche, Montvert, suspendu, avait la gorge sèche, et la chapelle, ces nuits-là, prit l'odeur des draps qu'on sèche trop vite près d'une flamme, cette odeur qui n'est ni mauvaise ni bonne, qui saisit la gorge et ramène les vivants à la vitesse sage des gestes, et l'on vit alors, au matin, sur la dalle de la chapelle, un rectangle de lumière qui s'arrêtait d'1 millimètre avant la cloche renversée, comme si la clarté elle, même respectait le bord d'un objet posé là pour que la parole ne se relève pas, un signe sans emphase qui suffit à rappeler, à ceux qui s'étaient distraits, la place du fil. 1914, qui coupa toutes les familles comme on coupe des pains encore chauds sans souci de la corde du couteau, envoya loin les fils de la vallée, certains revinrent avec des pas trop réglés, d'autres ne revinrent pas, et la maison qui a sa manière de compatir, accueillit des hivers où les draps étaient pliés nets sur des lits vides, des étés où le jardin prenait des silences de gare, on rangea des lettres dans des boîtes, on posa sur une commode une photographie qui avait pris la teinte brune des albums, on posa une bougie qu'on n'alluma pas parce qu'elle aurait fait trop de bruit, l'entrée d'air sous la boiserie garda son rythme, il ralentit parfois, accéléra rarement, la cloche demeura couchée à sa place, et le livre des hivers, plus épais de poussière, ajouta à ses colonnes quelques notations de pain. Distribution chaque premier lundi, bois remis sur la place de l'église, enfant nourrissant demande, non pas pour payer une dette mais pour empêcher qu'elle n'exige, car la pierre, comme les hommes, se radoucit lorsqu'on la nourrit de gestes utiles, et c'est par cette utilité qu'on tient le mauvais côté d'un pacte, non par la protestation, ni par la pudeur ne sert qu'à polir la honte, l'utilité, elle, absorbe le poison. Au lendemain de 1918, le château se remplit d'une fatigue qui n'était pas que la sienne, les meubles prirent un air de genoux fatigués, les panneaux, dans la bibliothèque, ne surent plus si l'on voulait qu'ils cachent ou qu'ils montrent, un héritier reçu, par un hasard qui ressemble au geste d'une maison, un paquet de papier à classer, au milieu, un feuillet sur lequel une main d'homme d'autrefois avait écrit à l'encre brune une série d'impératifs minuscules, à peine lisibles, tenir, rabattre, ralentir, commencer par l'angle, ne pas prononcer, il pensa d'abord à une liste pour les domestiques, puis se souvint que le langage d'entretien et le langage du secret ont la même syntaxe, il posa ce feuillet dans la boîte où il gardait le livre des hivers, non pour l'enfouir, mais pour que ces mots sans spectacle continuent d'agir dans la pénombre où ils avaient été écrits. Dans les années 1920, la maison eut des sursauts de vie moderne qui ne portèrent pas de conséquences graves. On ajouta, sur une table, un téléphone noir, qui sonna peu, on remplaça des lampes, on peignit une pièce en clair, comme le voulait la mode, on tenta d'expliquer la maison à des amis de passage, la maison laissa dire 2 phrases puis coupa l'envie du récit par une panne d'électricité qui ne dut rien au transformateur, c'était une manière d'exiger du silence sans humilier, et ceux qui avaient voulu écouter se surprirent. En repartant, à marcher plus doucement sur le perron, à tenir la rampe, à remettre leurs gants, preuve que la maison, au lieu de se livrer, avait poliment enseigné, comme le fait un maître qui refuse la démonstration au profit de l'habitude, et l'habitude, dans ces lieux, est la seule pédagogie solide. La décennie suivante posa sur les épaules du domaine une prudence nouvelle. Quelques ventes furent nécessaires, on céda une parcelle de bois. On laissa partir un prêt lointain, non par pression, mais parce qu'une maison qui sait sa dette n'aime pas grossir, elle préfère se resserrer sur le juste, elle évite les excès de périmètre, elle allège ses bras pour que la main qui tient la rampe ne tremble pas, et cette diète parcimonieuse fit davantage pour la paix des vivants qu'une confession publique qui aurait dévêtu sans nourrir, la confession nourrit peu, la diète nourrit mieux, car elle apprend à choisir. L'hiver 1933 apporta une sécheresse froide et dans la chapelle, un matin, une fleur de givre se dessina sur la dalle, non comme un caprice mais comme un alphabet, les nervures du cristal dessinaient un cercle ouvert, une couture qui, sans qu'on la nomme, disait qu'ici l'air a ses règles, et celui qui la vit balaya le givre avec la douceur qu'on a pour un enfant endormi, ne cherchant ni signe ni présage, seulement l'occasion de refaire, par ce geste, la paix du jour. 1940 s'installa sur le pays avec son charbon mauvais et sa farine courte, Montvert ne fit pas l'important. Il se contenta de tenir, la maison donna plus de pain, plus de bois, plus de place à table, elle exigea en échange qu'on parle plus bas encore, qu'on n'ouvre pas des pièces pour y raconter, elle coupa elle-même certaines curiosités par une rafale de poussière qui montait de la cave à heures régulières, comme une alerte douce, et l'on comprit qu'il y a des temps où la langue, pour être moralement juste, doit renoncer à l'ivresse de dire, la maison n'aimait pas le malheur des autres, elle refusait qu'on y imprime sur ses panneaux l'histoire du sien, elle voulait qu'on garde l'énergie pour la vaisselle et pour la soupe, parce que la vaisselle et la soupe, ces jours-là, sont plus que la vaisselle et la soupe, ce sont des moyens de garder les vivants au-dessus de l'ardoise. Dans l'après-guerre, où tout se voulait neuf sans savoir quoi faire des restes, un homme de métier, venu installer un chauffage plus régulier, demanda poliment par quelle gaine il pouvait passer derrière la boiserie, la personne qui tenait la maison lui montra la paroi opposée, plus coûteuse,
plus difficile, moins dangereuse, et cette dépense inutile aux yeux d'un comptable évita d'entamer le mur qui fait pivot, et le chauffage, plus tard, eut son bruit feutré dans les chambres sans troubler la cave. Preuve que la prudence coûte toujours moins cher que la réparation, et que la maison, lorsqu'on la respecte par excès, vous rend au centuple l'air qu'on lui a laissé. 1957, 100 ans après l'hiver qui avait plié la pente, amena une neige si régulière qu'on aurait pu la mesurer au compas, on posa sur la dalle de la chapelle le petit pain chaud qu'un enfant avait pétri de ses mains, par simple coutume, sans rien demander, et cette offrande sans demande fut la plus juste de toutes, car elle disait, « Tu respires, nous respirons, cela suffit pour aujourd'hui », la cloche resta couchée, la lumière de 11 heures s'arrêta sur son bord sans le franchir, les chiens, dans la cour, se couchèrent tous. Dans le même sens, face au vent, rien de spectaculaire, mais une harmonie minuscule qui contenta la maison autant que ceux qui la regardaient, et le soir, au moment précis où l'on ferme les volets sans claquer, un souffle l'empassa sous le panneau, un souffle qu'on connaît depuis un siècle, et la nuit put se prendre sans heurts. Les décennies suivantes, en se modernisant, épuisèrent certaines familles et en reposèrent d'autres. Montvert, entraîné par sa propre discipline, fit ce qu'il fallait. Il renonça à l'ostentation, il conserva l'entretien, il limita les réceptions au moment où la lumière est bonne, car la lumière, dans cette maison, décide plus que les agendas, elle indique les jours où l'on peut réunir sans que les voix ne fassent violence à la pierre, elle recommande les jours où l'on doit se taire pour laisser les dalles resserrer leurs joints. À la fin du siècle, un archiviste venu proposer de numériser tout ce qui peut l'être, posa sur la table de la bibliothèque un scanner qui ronronnait, il tendit la main vers le livre des hivers. On lui remit une autre reliure, travestie, qui contenta son besoin de cases sans livrer le clou. L'archive officielle partit avec des images qui reproduisaient la forme sans contenir la phrase, et la phrase, elle, resta, comme un battement, dans sa boîte de pierre, car la maison c'est qu'on peut confier le paraître et garder l'essentiel. Et c'est cette diplomatie-là qui l'a sauvé de la vulgarité moderne. 2003, dont la chaleur a lézardé des sols plus fiers que la Savoie, trouva Montvert en alerte molle, la chapelle prit, certains soirs, cette odeur de linge trop sec qui n'appartient qu'à elle, les gestes se resserrèrent, on arrosa moins, on ouvrit plus tard, on marcha moins vite, on cessa de faire briller les meubles pour leur préférer la simple propreté, la cloche, posée dans son coin, garda sur sa courbe un voile de poussière que personne n'enleva. Parce qu'il servait de rappel doux, ne pas chercher à faire neuf, faire juste, et lorsque l'orage, enfin, fit retomber la température avec ses trombes qui sentent les pierres qu'on a chauffées trop longtemps, la maison desserra un cran, l'air sous la boiserie reprit son rythme des intersaisons, ce rythme qu'on n'entend pas et qui, pourtant, règle la journée meilleure qu'un cahier. Au moment où le monde bascula en une agitation d'écran et d'annonces, Montvert prit la posture contraire, il se fit plus opaque à la parole publique, plus moitié haut. Geste privé, il devint, pour ceux qui l'habitent ou qui l'approchent, un instrument d'accordage. On y arrive plein de bruit, on en sort plus lent, plus droit, avec des phrases raccourcies, des mains qui posent, des yeux qui regardent la poussière comme une alliée et non comme un scandale, et cette qualité d'instrument, au lieu de réduire son histoire à l'anecdote, l'agrandit. La chambre basse n'était plus seulement le tombeau d'un choix, elle était devenue la mécanique d'une éthique, et cette transformation-là, lente, tenue, représentait la seule victoire possible sur l'hiver de 1857, la métamorphose du calcul en discipline, du crime en tenue, de temps à autre, au tournant d'une génération, un héritier à l'âme droite mais au cerveau trop armé de raison tenta de faire cesser, il proposa de déplacer les choses, des ouvrir pour fermer, des expliquer pour apaiser. La maison lui opposa la fatigue douce qu'elle s'est donnée à ceux qui veillent mal, 2 nuits de sommeil cassé, un genou qui se souvient des marches, une poussière qui veille au bord de la paupière, et l'homme, au 3e matin, renonça à l'idée de guérir un lieu qui avait trouvé, avant lui, sa manière de ne pas contaminer, il se contenta d'apprendre aux siens à déposer le pain d'hiver avec la lenteur voulue, à caler une chaise qui boite au lieu de la remplacer, à ne pas corriger une imperfection qui tient debout parce que c'est cette imperfection-là qui porte une part du poids ancien. La maison, en retour, lui donna ce que les pierres donnent aux vivants quand elles sont contentes, une sérénité sans phrase, une propreté qui n'est pas la brillance mais l'absence de dégoût. Une manière de s'asseoir qui arrondit la journée et lui permet de passer par la porte sans froisser le chambranle. Ainsi s'établit, avec le siècle nouveau, un traité tacite. Montvert ne demanderait plus jamais qu'on répète l'acte fondateur, et ceux qui l'habitent ne demanderaient jamais qu'on arrache la pierre pour exhiber la preuve, ils s'offriraient l'un à l'autre la seule chose qui vaut en bas des montagnes. La tenue du quotidien, et, par ce don réciproque, le souffle de la dalle cessa. Non pas de se faire entendre, mais de se faire craindre, il devint un bruit de fond comme les autres, celui du feu qui reprend, celui du vent dans la ramure, celui de l'eau dans la gouttière, un son de monde qui va, et c'est à cette place-là, humble et mêlée, que la maison voulait, depuis un siècle et demi, voir redescendre sa faute. Parfois, pourtant, à l'équinoxe, quand la lumière tranche le sol à hauteur de cheville avec une précision géométrique, quelqu'un
Enfant, visiteur, servante. Vieil homme perçoit, au ras de la marche la plus basse, une tiédeur d'un autre temps, une bouffée d'air qui n'appartient ni à l'été restant ni à l'automne qui vient, une respiration étrangère et familière. Et ce quelqu'un, s'il a été bien élevé par la maison, ne demande rien, ne raconte rien, il pose seulement la main sur la rampe, il attend que le souffle passe, il regarde la poussière retomber et il remonte. Parce que remonter, ici, est le verbe exact. Et la maison, récompensée par cette obéissance sans humiliation, livre au soir un peu plus de paix que le matin, et la vallée, en bas, le sent sans le savoir, elle fait son pain avec plus de régularité, elle referme ses volets avec moins de bruit, elle vit mieux sans comprendre pourquoi. Preuve que les pactes ne sont jamais vraiment rompus ni vraiment maintenus, ils sont travaillés jusqu'à devenir, pour les vivants, habitables. Dans les années où les successions se décident davantage dans des bureaux de ville que devant les tables de cuisine, Montvert dut apprendre un langage administratif qui ne lui allait pas, un vocabulaire de part, de tantième et d'évaluation qui s'écrase contre la pierre, et c'est à ce moment indifférent en apparence, où l'on parle davantage de mètres carrés que d'hiver tenus, qu'arriva l'héritière qui n'était pas née ici mais qui, très vite, se mit à marcher dans la maison comme si celle-ci lui avait enseigné son pas sans qu'elle l'ait appris, une femme qui avait connu ailleurs la vitesse des choses et qui, au seuil, perdit cette vitesse non par faiblesse mais par respect, un esprit nourri de catalogues d'archives, d'inventaires patrimoniaux, de dossiers en langues diverses, une patience moderne que la maison remercia par le seul langage qu'elle maîtrise, la précision de la poussière dans la lumière, car le jour où elle entra, vers la fin d'un été cramé de chaleur, elle vit, sans sentimentalité mais avec cette forme de gratitude méthodique que les chercheurs reconnaissent, que les mottes se rangeaient à mi-hauteur comme un texte d'atelier et que cette ligne invisible lui traçait le chemin, l'invitant à rester dans la bande où le respect se tient, elle monta, parcourut, redescendit, prit en main la rampe à l'endroit où le bois a été poli par des générations de mains soucieuses de ne pas glisser, passa dans la bibliothèque, éprouva la présence réelle des dos de cuir, ce poids d'étagère qui rassure parce qu'il fait reculer la vie dans son ruisseau, et ne s'approcha pas des panneaux qui pivotent, non par crainte du secret mais parce qu'il n'était pas nécessaire de les contrarier. La maison lui rendit, ces jours-là, un sommeil que la ville lui refusait, un sommeil de pierres épaisses, et, réveillée avant l'aube par ce sifflement des batraciens qui vient des prés trempés, elle suivit, sans allumer, l'odeur simple de bois froid, sentie sous la boiserie de la chapelle cette respiration lente qu'elle ne pouvait pas encore nommer et qui, pourtant, la reconnut comme on reconnaît un bras qu'on rattache au torse, et le matin, elle trouva, dans la boîte à serrure aveugle qui pend de travers dans l'armoire de chêne, non pas la totalité des papiers qu'elle imaginait mais le strict nécessaire, un cahier mince où une main maternelle d'autrefois avait noté, en parallèle du livre des hivers, la logistique de la maison, des listes de linge, des inventaires de verre, des jours de lessive et de remise d'huile, et, à la marge, ces notations infimes qui sont pour les femmes de maison ce que les écarts de pression sont pour les météorologues, une odeur de mousse sur les tapis, une lenteur du tiroir droit de la grande commode, un soulèvement du parquet sous la fenêtre en cas de humidité persistante, et, poussée par la logique des choses bien faites, elle recoupa ce cahier sans prétention avec le registre fauve des hivers. Vit que les dates se faisaient signe d'un volume à l'autre, qu'une remarque sèche sur la vigne répondait à une remarque tendre sur le linge, qu'un « tenir » écrit par une main masculine avait, à 2 jours de distance, son frère féminin, un « rabattre » destiné à un drap qui claque, et elle comprit, non par théorie mais par constat, que la maison ne se rend pas par le grand livre, elle se livre par les marges, elle ne parle pas par la phrase centrale, elle murmure par le texte de côté. Et dans ce réseau léger se dessinait un sens que l'héritière ne prétendit pas stabiliser, elle se contenta de l'habiter avec ces gestes qu'elle avait, ailleurs, réservés aux livres rares, une inclinaison du poignet, une respiration avant l'appui, une paume posée plate sur la table pour chasser l'intention qui abîme, et la maison, en retour, assouplit ses angles, elle cessa de répondre au pas en craquant, elle laissa les dalles avaler le bruit des talons, elle rendit au poignet un jeu plus amical, elle fit, à sa manière, une révérence de pierre, et l'automne qui suivit, humide et tiède à contretemps, mit en évidence ce que le siècle voulait demander à Montvert, non plus une preuve mais une présentation, des gens de l'administration appelèrent, les communes écrivirent, on parla de classement, d'ouverture, de visite, on proposa des subventions, la maison n'a pas de mots pour cela mais elle a des moyens, elle en donna un simple. Une panne d'électricité qui n'entra pas dans les statistiques, un silence des fils pendants 40 minutes, juste le temps de défaire dans les cerveaux la fierté de la démonstration, on remit l'idée au prochain comité et l'héritière respira, non parce qu'elle méprisait la transmission, elle y croyait, mais parce qu'elle savait qu'il y a un ordre de dévoilement qui n'a rien à voir avec l'agenda, les lieux qui portent une faute ne peuvent être montrés qu'une fois que la faute a trouvé son rythme de subsistance, sinon elle se remet à gouverner au-dessus. Et c'est cela qu'elle voulait éviter, elle préféra prendre la maison comme un texte à annoter, elle s'installa au degré exact où l'on influe sans forcer, elle remplaça un carreau sans toucher au joint, elle fit reprendre une gouttière par demi-mètre pour ne pas secouer la corniche entière,
elle retendit un fil sur un tableau pour qu'il cesse de pencher sans appeler sur lui les yeux, elle fit peindre une chambre en 2 jours avec un pigment mat qui s'éteint avant d'exister, elle accorda, par des détails minuscules, le grand instrument. Et la maison, contente, lui confia davantage, elle fit remonter, d'un tiroir oublié, un paquet de feuilles qui sentaient la craie froide, des notes de 1926 ou 1927 sur des réparations qui n'avaient pas abouti, et au milieu, une transcription tardive d'un fragment du livre des hivers, non pas la ligne terrible que la maison veille comme un clou, mais ses alentours, cette musique qui vous apprend où placer la respiration, et l'héritière. Alors, au bout de plusieurs semaines, trouva utile de descendre en bas, non pour percer, mais pour circuler, elle alla jusqu'au bahut qui masque la pierre pivot, elle ne toucha pas, posa seulement la main à plat sur la planche, sentit ce froid de dedans qui n'appartient à aucune saison, ce froid net qu'on rencontre parfois sur la pierre des sources et qui reste lorsqu'on a retiré la main, comme un bref tatouage de neige, et ce signe suffit, elle se retira, la maison ne réclama rien d'autre. Elle avait eu ce contact qui lui certifie que le vivant sait où poser la paume pour que la faute ne remonte pas, et, les jours suivants, la maison s'ouvrit à d'autres tâches, une charpente d'elle demandait sa consolidation, un enduit avait perdu ses liants, une lucarne goûtait en billets, les artisans vinrent avec leur lenteur bonne, leurs mots d'atelier, leur distance respectueuse, on leur montra les zones à éviter sans leur expliquer pourquoi, ils comprirent à la manière des gens qui se tiennent. L'intelligence des mains n'ayant pas besoin du secret pour chercher la bonne mesure, et la campagne de travaux, qui aurait dû en d'autres lieux virer à l'orgueil, garda ici la modestie nécessaire, un clou ancien remis à sa place le fut avec une paix innommable, et quand, au cœur de l'hiver, un soir de janvier, un tremblement sans gravité fit osciller pendant 3 secondes la lampe de la bibliothèque, la poussière descendit en voile léger plutôt qu'en panique, les sertissures tinrent, les joints se tassèrent au bon endroit, la dalle en bas. Respirèrent longuement comme un thorax qu'on rassure après un éternuement, et tout rentra dans la fréquence de base, sauf un minuscule décalage dans la chapelle, 1 millimètre d'écart sur la courbe de la poussière près de la cloche renversée, un presque rien que seuls ceux qui regardent à hauteur de genoux perçoivent, l'héritière le vit, le nota dans son carnet comme on note une amplitude sur un sismographe, et décida de renforcer la discrétion de la pièce voisine. Elle fit doubler la porte de bois d'un feutre dense, non pour isoler mais pour assourdir la tentation, elle déplaça de 3 doigts le banc sur lequel on pose les chandeliers pour que le regard, lorsqu'il traverse, aille au banc et non à la cloche, elle posa sur le fauteuil un châle dont le motif, un peu trop nerveux, capte la vue, elle organisa une scénographie qui n'en est pas une, le théâtre inverse où tout tient pour détourner l'attention de ce qui doit cesser de vouloir être vu. Et la maison lui en sut gré en lui. Offrant, une fin de matinée, le petit miracle brut des maisons bien tenues, un carré de soleil qui se pose exactement où il faut, sur la table où l'on écrit, en même temps que le bruit de la gouttière se met, pour 2 minutes, à parler comme une pendule, donnant au présent une consistance que les agendas ne savent pas fabriquer, et elle écrivit, non pas des aveux mais des procédures. Ces phrases courtes qui évitent au suivant d'avoir à réfléchir à ce qui a déjà été éprouvé, bannir l'enthousiasme, éviter la brillance, préférer l'ajustage au remplacement, nourrir par les dons, désamorcer par le silence, offrir au village de quoi tenir ses hivers, car rien n'équilibre mieux la pierre qu'un bois donné avant qu'il fasse besoin. Et dans cette économie de gestes lents, la maison retrouva la noblesse d'un vivant qui a choisi de ne pas gueuler, elle se laissa aimer par l'utilité, cessa d'avoir à se défendre contre les remords, elle resta immobile et respirante, et l'héritière, à force de nuit juste dans des draps qui prennent l'odeur des armoires, s'aperçut un matin que ses mains, à elle, avaient pris le mouvement ancien, elle posait, sans y penser, la paume sur la table pour lisser l'intention, elle rabattait les coins des tapis, elle parlait plus bas dans les escaliers, elle devenait la créature d'un lieu qui vous réapprend à vivre avec moins de théâtre, et c'est à ce moment, et pas avant, que la maison livra plus que ses marges. Un dimanche de pluie froide, dans l'épais silence sur lequel se posent les sabots lorsqu'on fait l'église, elle tomba sur un cahier plus étroit que les autres, glissé derrière une planche secondaire de la bibliothèque, un cahier de la taille d'une main, couvert d'un cuir qui avait bu l'huile des doigts au point de devenir satiné, le gros livre, elle le connaissait, l'autre petit, non, c'était une main de femme, une écriture dense, sans fioriture, la chronologie des semaines mortes, une logistique des vivants avec, entremêlés, des notations qui ne se rendaient pas au dehors, des phrases tenues comme des coutures, et, au centre d'une page, une suite de lignes que l'œil ne pouvait pas ne pas lire, non parce qu'elle crie, parce qu'elle respire, la veille, la préparation, la pierre, la mise en place, la chaleur temporaire dans la dalle, l'exigence de silence pour que l'air ne saccage pas le peu d'air réservé, la recommandation de poser la cloche couchée avec les 2 doigts, pas avec toute la main, car le poids de la paume réveille la pierre, la nécessité de repartir ensuite sans se retourner, sinon le couloir devient une corde, et une dernière ligne, presque doucement écrite, sur l'obligation d'offrir chaque hiver un pain, pétri par un enfant de la maison ou du village, un pain au lait à poser sur la dalle, avec l'idée que le pain, étant le contraire de la pierre, fait levain dans le cœur du lieu,
l'héritière lut, sans phrase, sans scène, elle sut. Non dans sa tête où les savoirs courent, dans ses épaules où les fardeaux s'installent, que la maison n'avait pas seulement consigné les faits, elle avait su transformer l'abomination en discipline par l'entremise d'une femme qui, un siècle et demi plus tôt, avait décidé de ne pas laisser le mal régner, non en le brandissant, mais en l'attachant au geste. Cette femme inconnue, qui avait cousu des ourlets et noué des chandelles, avait noté le cours d'air, avait interdit la théâtralité, avait imposé qu'on reçoive la faute comme on reçoit l'hiver, en se redressant et en s'ajustant, et ce savoir, à cet instant, ne cassa pas l'héritière, il la posa, il la plaça au bon recul, elle ne tomba ni dans l'indignation ni dans la fascination, deux faiblesses de salon, elle choisit la tenue, et la tenue, ce jour-là, prit la forme la plus simple. Elle rangea le cahier au bon endroit, elle posa sur la table le cadre vide qu'elle avait trouvé des années plus tôt dans sa vie d'ailleurs. Elle lui donna les murs, car le vide encadré, dans une maison, travaille mieux que les biographies, il demande plus à l'œil et moins à la langue. Elle alla jusqu'à la chapelle, à l'heure où l'ombre touche la cloche, elle posa la main sur la rampe, posa le pain sur la dalle, attendit la respiration, elle vint, plus lente, plus longue, elle s'en alla, plus égale, et tout dans la journée s'ordonna, il n'y eut ni signe ni fracas, seulement la densité d'un présent qui a repris sa juste place. Comme lorsque la charge mal arrimée glissait et que, d'un geste, on la remet dans l'axe, et le soir, au moment de fermer les volets, elle sentit qu'elle n'était plus en train de porter une histoire mais en train de tenir un lieu, nuance minuscule et décisive, car l'histoire n'en finit pas de vouloir être dite, le lieu n'en finit pas de vouloir être habité, et l'on ne peut pas faire les deux sans perdre l'un. Elle choisit l'habitation, sans renoncer à l'écriture, elle écrivit des procédures sans vociférer. Elle dessina un plan des zones où le marteau vaille. Des zones où le marteau s'abstient, elle marqua d'un trait à peine visible la marche où la poussière s'aligne, elle constitua une petite économie de dons à automne fixe, et, lorsque la commune revint avec ses mots de classement et ses dossiers, elle ne refusa plus tout, elle accepta un inventaire, à condition qu'il se fasse par le côté, sans caméra, sans phrase, sans qu'on touche au pivot, et l'administration, parce qu'elle n'avait pas la force d'insister, signa. La maison put demeurer ce qu'elle est, un organisme qui respire dans une vallée qui sait, et la nouvelle, sans jamais apprendre la ligne terrible par son nom, comprit ce que tous ici ont fini par apprendre, que l'exactitude est la seule charité qui tienne, qu'il faut l'offrir aux vivants pour qu'ils ne s'effondrent pas dans les crimes des morts, que l'ordre des objets console mieux que les monuments, et la preuve en fut donnée un jour de pluie de printemps, où un enfant du bourg, autorisé à monter parce qu'il avait aidé à couper du bois, se faufila, curieux, jusqu'au seuil de la chapelle, posa, parce qu'il avait été élevé, ses doigts sur le panneau plutôt que ses yeux sur le dedans, et se retira avec ce sérieux sans phrase que les enfants savent quand on ne les force pas. Et, le soir, l'air sous la boiserie eut la cadence d'un cœur rassuré, plus plein sans être plus haut, un souffle vrai, et l'on sut que la maison avait pris son prochain, sans drame, qu'elle avait déjà commencé à lui enseigner le pas, la rampe, l'angle de la lumière, et qu'un siècle de plus pouvait commencer, non par l'oubli, non par la cérémonie, mais par la cuisine, par la façon d'enlever les miettes sans les chasser au sol, par le souci que la lame du couteau ne froisse pas le pain, par la science, répandue, de ne jamais retourner une cloche. Les années qui suivirent apprirent à l'héritière que les maisons vénérables ne se satisfont pas d'un seul sursaut de lucidité, elles réclament, comme les chants, des soins répétitifs qui n'ont rien d'héroïque, et ce fut par cette répétition que mon vers se fixa à sa profondeur juste, non plus trop haut pour gouverner les vivants, non plus trop bas pour affecter le sol, à hauteur de main qui pose et d'épaules qui porte. Et cette hauteur-là fut éprouvée dès le premier printemps où la vallée connut une sécheresse improbable pour un pays de sources, le ruisseau qui coule en contrebas du promontoire ralentit jusqu'à devenir une chaîne de miroirs immobiles, la montagne conserva l'ombre fraîche de ses sapinières mais refusa sa bruine aux heures où la pierre, d'habitude, transpire, les préjaunir par plaques, des bêtes reculèrent sous leur cloche de chaleur comme des meubles qu'on ne bouge pas, et la maison, par prudence, réduisit elle-même son souffle. La respiration sous la boiserie de la chapelle s'étrécit sans se couper, elle devint une colonne d'air plus étroite, plus tendue, on la sentait à peine au ras des chevilles, et ceux qui montaient manquaient, au début, ce signal discret, puis apprirent à l'attraper quand il passe, comme on attrape la voix d'une personne qu'on aime dans une pièce pleine, et l'héritière, loin des théories, resserra la discipline, elle coupa la poussière trop bavarde du couloir par un linge humide qu'elle leva sans bruit. Elle interdit les pas inutiles à certaines heures, elle déplaça d'un doigt le panier où l'on garde les linges pour détourner les regards de la cloche renversée, elle posa chaque matin, sans le dire, un bol d'eau très fraîche au seuil de la chapelle, non pas pour apaiser, mais pour apprendre à elle-même qu'on n'apaise pas, on accompagne, et quand l'orage, un soir de juillet, s'ouvrit comme une poche au-dessus des corniches, libérant d'un coup un rideau d'eau violette, il ne s'agissait pas d'un signe venu du dessous mais d'une correction venue du ciel, la maison se laissa couler, l'ardoise vibra sous la pluie, et le lendemain la respiration redevint ample, non pas exubérante, juste à sa mesure, cette mesure que la maison ne confie pas aux voix hautes,
elle la confie aux paumes et aux genoux, aux épaules et aux volets, et la paix qui s'ensuivit, faite de gestes qui ferment et d'eau qui repartent, installa la preuve qu'un lieu se sauve par sa cuisine davantage que par ses récits. Les récits font vivre au-dessus de ses moyens, la cuisine rappelle ou poser les mains. Avec l'automne revinrent les papiers, non pas ceux des ancêtres, bien classés, mais ceux d'une époque qui aime transformer le secret en marchandise, une offre épaisse de pages qui promettait de la lumière pour le public, des circuits estampillés d'allées et de commentaires, un budget flatteur, des partenaires sûrs, la possibilité d'ouvrir la chapelle contre un financement qui ferait du bien à l'ensemble, et cette machine administrative, venue de loin, parlait la langue polie des catalogues. Elle ne promettait pas l'emphase, elle jurait l'élégance, l'héritière lut tout, elle accepta de recevoir sur le perron, elle conduisit dans la galerie, elle laissa les phrases déplier leurs intentions, elle n'opposa pas son histoire, elle opposa sa cadence, un ralentissement léger des pas, une manière de devancer avec la main, de montrer le banc plutôt que la porte, d'accrocher l'œil au cadre vide que la maison avait accepté comme un instrument de freinage. Elle proposa d'ouvrir les greniers, la bibliothèque, les chambres de l'étage, les cuisines, elle refusa la chapelle avec une courtoisie ferme qui ne donnait aucune prise, elle ne dit pas non, elle dit, plus tard, avec moi, et les porteurs de projets repartirent avec un dossier où tout était possible sauf l'essentiel, et le soir même, l'air sous la boiserie eut un souffle reconnaissant, non pas plus fort, plus plein, comme lorsque le pain lève à la bonne vitesse. Les chiens se couchèrent en travers des portes, la poussière s'inclina au rayon, la maison s'était tirée de l'exposition sans froisser ceux qui voulaient l'exposer, manière de montrer que la politesse vaut parfois mieux qu'une bataille. Un hiver encore fit sa pesée de neige, un printemps aligna ses prés de lumière, un été inventa une fraîcheur tardive, et à chaque cycle la maison ajusta sa marche, ce fut la période où l'héritière, enfin, cessa de tenir seule, car un lieu ne se transmet ni par le papier ni par le sang seulement, il se transmet par l'exercice d'un apprentissage. Elle choisit, dans le bourg, 2 jeunes gens qui avaient le pas d'ici, un garçon qui ne claquait pas les portes, une fille qui posait les objets. En les regardant jusqu'au bout, elle leur apprit, comme on apprend une prière sans demander la foi, à reconnaître la bonne hauteur de voix dans la chapelle, la manière d'essuyer le bord d'un verre sans que le torchon ne fasse une plainte. La façon de ne pas déranger la poussière tout en l'arrangeant, elle leur montra le livre des hivers, fermé, non pour les inviter à l'ouvrir, mais pour leur donner la sensation exacte de la lourdeur sobre d'un cuir qui a bu un siècle de main. Elle leur confia le cahier de la femme inconnue, celui des coutures et des consignes, elle leur fit lire à voix basse les lignes sur la cloche renversée et le pain au lait. Elle leur fit pétrir le pain avec cette lenteur qu'exige le mélange quand on ne veut pas abîmer la levure, elle leur fit porter ce pain sur la dalle, elle resta derrière eux à la distance où l'on soutient sans diriger, et le rite fut accompli, non comme un talisman, comme un travail qui, répété, finit par déplacer le sens de la faute, non pas parce qu'il l'efface, parce qu'il l'empêche d'être seul. La faute, désormais, devait coexister avec la patience, et c'est cette cohabitation qui fait que les maisons ne deviennent pas folles. Une menace plus franche vint d'ailleurs, un après-midi de vent sec qui sueur les yeux, un camion monta jusqu'au perron, il portait des caisses d'appareils capables, disait-on, de voir à travers la pierre sans ouvrir, on proposait un diagnostic gratuit des soubassements, une image précise des vides et des pleins, de quoi sécuriser l'avenir, et l'héritière, qui n'avait pas l'âme d'une gardienne fétichiste mais la mémoire d'un lieu, répondit par le seul argument qui arrête les temps pressés. L'agenda de la poussière, elle expliqua calmement que la maison avait un horaire de lumière, que l'opération troublerait 2 saisons d'un coup, elle proposa de vérifier les toitures, de doubler un retable, de reprendre des joints, elle accepta tout ce qui touche l'air libre, elle refusa tout ce qui excite la pierre. Le camion redescendit avec ses caisses, l'entreprise envoya un courriel de regret, la maison, le soir, délivra un de ses cadeaux qu'elle réserve aux décisions justes, un parfum presque imperceptible de cire propre dans la galerie, un parfum qu'aucun flacon ne fabrique et qui rassure les thorax quand ils hésitent, et durant des semaines les tiroirs coulissèrent mieux, preuve ridicule et souveraine que la netteté est payée comptant. La suite fut un empilement d'années pleines de petits événements, un orage qui enfonça la porte du poulailler, un toit qu'il fallut délester de sa mousse parce qu'elle boit trop les pluies, une panne de gouttière qui aiguisa les oreilles sans percer la patience, des repas alignés comme des prières sur la table de la cuisine avec ses nappes à carreaux qui absorbent la fatigue autant que les tâches, des hivers au pain posé à l'heure, des étés aux volets fermés tôt pour garder la fraîcheur, et, sous ce montage de gestes, le souffle, assurément vivant, assurément posé, un souffle qu'on n'entend pas si l'on court mais qu'on reconnaît dès qu'on pose la main sur la rampe en descendant. Il n'appartenait plus ni au conte ni à l'enfant, il appartenait à la maison qui avait fait, de l'horreur, son contrepoids, non pour en tirer fierté, pour empêcher que tout ne se renverse, et cette philosophie sans mots, née dans une cave, portait ses fruits au-dessus, dans la cuisine, dans la manière de rincer les verres, dans la façon d'accueillir à voix basse, dans l'art de refermer la porte sans lui faire mal, et la vallée, comme toujours, sut sans savoir, elle se mit à marcher plus doucement les jours de neige, à tourner les clés plus lentement les jours de pluie,
un accord tacite liait l'éperon de pierre au bourg, un pacte non de sang mais de tenue. Puis vint un âge où l'on fabrique du souvenir à grand renfort d'images, on proposa de filmer, de raconter, d'illustrer, de documenter, l'héritière accepta d'enregistrer une chose et une seule, un plan fixe sur le cadre vide de la bibliothèque, une minute de silence sur ce rectangle qui, posé, tient la place d'une page qu'on n'ouvrira pas, l'équipe accepta, elle filma le vide, elle monta le vide, elle diffusa le vide, et, paradoxalement, ce vide fit davantage pour la dignité de l'histoire que n'importe quelle reconstitution, car ceux qui le regardèrent dans les maisons de la vallée, au bourg, ou plus loin, ressentirent, sans explication, cet allègement que donne la justesse, ils éteignirent avec moins de bruit, ils posèrent le pain avec plus de poids, ils donnèrent leur bois plus tôt, et la maison, par une rumeur d'air très bas sous la boiserie, sembla approuver cette contagion silencieuse. Le temps, cet animal patient, rappela pourtant que la pierre n'obéit pas à la seule volonté, un printemps entaillé par une suite d'orages fit gémir une poutre, un hiver où la gelée entra par ruse dans la fibre d'un linteau obligea à le reprendre, on monta un échafaudage, on confia au charpentier la responsabilité de garder le rythme des coups, de ne pas faire vibrer la travée, de souffler entre les frappes, ils comprirent. Car le métier reconnaît le métier, ils posèrent leurs mains sur le bois. Avant la masse, ils soufflèrent, ils frappèrent, ils soufflèrent encore, et l'héritière sut alors qu'un relais avait été pris, non par un héritier de sang, par une communauté de gestes. La maison avait fait école. Une tentation revint, inévitable, par un soir où la fatigue l'emporte sur la discipline, un jeune parent, venu passer l'été, descendit, curieux, jusqu'au bahut, il voulut voir, il pensa, prouver pour apaiser. La main se posa plus bas que la rampe, la tentation glissa comme un couteau sans lame, il s'arrêta au froid net qui, venu de la planche, le traversa jusqu'au coude, un froid sans menace, un froid de refus poli, un froid d'invitation à la patience, il remonta, et, le lendemain, il aida à couper du bois, il apprit le pain, il devint, par la cuisine, l'héritier que la cave refusait de fabriquer, et la maison lui pardonna d'avoir voulu voir, puisque l'aveu passa par les bras et non par la bouche. Dans les grandes villes, on pourrait dire que l'histoire avait connu cette restauration. Ici on dit qu'elle a retrouvé sa marche, au point que, l'année du 150aire de l'hiver, personne ne jugea bon d'organiser un événement, on posa simplement sur la dalle un pain plus large, pétri par plusieurs mains, on nettoya les marches, on graissa les gonds, on remit en place quelques cadres, et, le soir, on laissa la neige tomber sans la commenter, la montagne se chargea. Une fois encore, la cérémonie, elle est meilleure que les hommes à cette tâche, elle sait distribuer sur les toits un poids égal, elle sait ravaler le bruit, elle sait tenir les routes jusqu'à la coupure, elle sait qu'il n'y a pas de meilleure commémoration que de laisser le lieu continuer. Et la maison, ce soir-là, donna à tous ceux qui la connaissent la sensation claire d'une couture qui tient. Le craquement dans la charpente ne fut pas celui d'un bois qui souffre, mais celui d'un point qu'on refait. Un arrêt, un passage du fil, un resserrement, puis la paix. Vint enfin un temps plus proche où les mots « héritier » et « héritière » ne suffisent plus, où l'on parle d'usufruit, de fondation, de charte, l'héritière, vieillissant sans se flétrir, choisit de déposer la maison dans une structure simple qui la protège de la vanité des uns et de l'avidité des autres, une fondation discrète dont la première page n'explique pas l'histoire, elle décrit la tenue.